Pierre Victorien, je vous en prie. Vous pouvez nous livrer cette plateforme RSE en exclusivité. Bien, bonsoir. Pas facile de parler après Claude Alfandéry, vous en conviendrez. Et merci en tous les cas, Claude, pour cette grande leçon d'humanité qu'il vient de nous donner. Et bien évidemment, les propos que je peux tenir peuvent sembler très modestes ou très triviaux par rapport à cette leçon d'histoire et d'humanité que vient de donner Claude Alfandéry. Merci de nous donner la parole. Plateforme RSE. Alors, qui nous sommes-nous, Plateforme RSE? Eh bien, nous sommes une plateforme placée auprès du Premier ministre qui réunit 50 organisations, acteurs de la RSE en France. Et nous sommes organisés sous forme de 5 pôles. Un pôle des acteurs économiques, un pôle des acteurs de la société civile, un pôle des organisations syndicales, un pôle des institutions publiques, à la fois administratifs et représentants du Parlement, et un pôle des développeurs et des think tanks, dont je fais partie, puisque je suis président de la plateforme au titre du Comité 21, qui est donc la plateforme qui réunit les acteurs du développement durable en France et qui est particulièrement d'ailleurs attaché et investi dans les questions territoriales de développement durable. Nous sommes 50, 5 pôles, et notre devoir, et je tiens à le dire tout de suite, c'est que le travail que nous faisons, à la fois dans nos rapports et dans nos recommandations, sont nécessairement consensuels. C'est-à-dire que tout le travail que nous faisons amène à faire en sorte que les points de vue convergent pour arriver à la fois par une situation et à faire des propositions qui soient communes. Tout ça pour répondre au sujet qui a été lancé d'ailleurs dès ce matin par Jean-Marc Borrello sur peut-on trouver un consensus dans la RSE? Oui, nous pouvons trouver un consensus dans la RSE. Je dirais même que dans la RSE et notre vision de la RSE, l'éthique de la conviction, du dialogue et du débat font partie intégrante de notre vision de la RSE. Alors, dans ces 50, nous avons donc travaillé, nous travaillons à la fois en autosaisine et en saisine du gouvernement. En gros, en 10 ans d'existence, nous avons la moitié de rapports, 30 rapports, la moitié qui sont à la demande du gouvernement, la moitié qui sont à la demande directement des membres. Alors, le dernier que nous avons fait pour le gouvernement concerne les salariés aidants, dont une de nos propositions d'ailleurs a été prise dernièrement dans la loi travail. On retrouve aussi nos travaux sur les labels dans la loi climat et résilience, et on a pu voir aussi dans le rapport récent du Sénat sur la RSE en France que nos travaux avaient largement servi aux propositions que le Sénat a émises, avec lesquelles d'ailleurs nous sommes en grande partie d'accord. Donc nous avons décidé de travailler sur le sujet de l'impact. Alors nous avons travaillé les dernières années sur le sujet de la performance globale de l'entreprise, et si nous avons décidé de travailler sur les questions de l'impact, c'est parce que nous avons bien vu que les questions de l'impact s'imposaient dans le débat public avec une force et une vigueur que nous n'avions pas nécessairement prévues. Nous avions vu que l'impact était fortement lié, bien évidemment, aux politiques publiques. Nous avions vu que le mouvement de l'économie sociale et solidaire s'incarnait dans une vision d'un impact positif sur les territoires, mais nous n'avons pas vu que les responsables de développement durable des entreprises, y compris des plus grandes, s'appelaient désormais des Chief Impact Officers, et que les rapports intégrés que faisaient les entreprises devenaient de plus en plus des rapports d'impact. C'était bien que le terme d'impact s'imposait dans le débat, et on s'est posé la question de savoir si l'impact était la nouvelle frontière de la RSE. Alors la réponse est non, je vous la donne tout de suite de notre part. Non pas que, je reviendrai sur l'importance du sujet de l'impact, mais nous considérons que la question de la responsabilité est au cœur de la vision sociétale et la contribution sociétale des entreprises. Et nous l'avons vu notamment à travers les phénomènes récents qui se sont produits, le Covid, la guerre en Ukraine, pour lequel nous avons fait une contribution d'ailleurs, ou les sujets simplement de la relance de l'inflation, amènent souvent les entreprises à être en désarroi par rapport aux décisions qu'ils doivent prendre vis-à-vis de leur écosystème. C'est bien que la question de la responsabilité reste un élément clé. Donc une fois que nous étions d'accord pour dire que la responsabilité est majeure, nous avons aussi considéré que la question de l'impact apportait des champs nouveaux et un regard nouveau sur les questions de la responsabilité. Nous avons commencé à nous interroger d'ailleurs sur l'impact historiquement, et si le niveau d'impact est dans la norme ISO 26000 de 2010, c'est bien la politique européenne qui nous a poussé de plus en plus à prendre en compte, d'ailleurs ce qu'ils disent d'ailleurs, les effets plus que les impacts dans la réglementation européenne que l'entreprise a sur l'ensemble de son écosystème.
Mais nous avons voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière cet impact et derrière ce mot impact, et ne pas se cantonner simplement au mot. Nous avons essayé de travailler sur le concept de vérifier impact positif, impact négatif, impact intentionnel ou impact non intentionnel, impact réversible, impact non réversible, et impact de court terme, impact de long terme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de parler d'impact sans qualifier qu'est-ce qu'on entend par impact et l'impact de qui, pour qui et pourquoi. Nous nous sommes aussi interrogés sur la mesure de l'impact. Une fois qu'il y a un regard sur l'impact, mesurer l'impact pour qui? Est-ce que c'est pour les salariés? Est-ce que c'est pour améliorer son image de marque parce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est tout simplement pour remplir les nouvelles obligations, notamment européennes? En tous les cas, la question mérite d'être posée. Ce dont on est sûr aujourd'hui et ce dont on est convaincu à la plateforme, c'est que l'impact permet de donner de la crédibilité aux entreprises sur ce qu'elles font vis-à-vis de l'écosystème. Aujourd'hui, la contribution des entreprises à l'écosystème reste questionnée par la population, et notamment d'ailleurs celle des grandes entreprises, comme le montrent l'ensemble des enquêtes d'opinion. Donc l'impact permet, la mesure de l'impact, le travail sur l'impact va permettre de voir si la responsabilité sociétale de l'entreprise est crédible et donner des éléments objectifs qui permettront à l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient, de vérifier les choses. Trop souvent, où les entreprises sont aujourd'hui conscientes qu'on ne peut plus convaincre sans prouver. Eh bien, l'impact doit permettre à ces entreprises, effectivement, de prouver leur contribution vis-à-vis de la société. Le deuxième point, et après je ne ferai que citer les 10 propositions dans le temps qui m'est imparti, c'est que nous voulons mettre cela au service de la performance globale de l'entreprise. Notre rapport s'appelle « Impact, responsabilité et performance globale ». Parce que mesurer l'impact de l'entreprise, à travers ces dimensions, c'est intégrer la question d'une vision nouvelle d'une performance qui soit plurielle, multidimensionnelle. Et multidimensionnelle, ça veut dire à la fois sociale, sociétale, environnementale, et qu'on puisse l'intégrer dans la vision de ce que c'est qu'une performance d'entreprise. Pour nous, c'est un élément clé. Nous n'avons pas pu aller au-delà sur les questions du comment intégrer, mettre cette performance réellement en place. Mais ce dont on est persuadé, c'est qu'elle est un outil, l'impact, pour mesurer cette performance plurielle et globale qui permettra d'intégrer, bien évidemment, l'externalité environnementale, mais aussi les niveaux de performance. Et on parle dans notre rapport de juste évaluation, voilà, de la performance globale. Et derrière ce terme de juste, comme le disait d'ailleurs le député, on y met à la fois des éléments de justesse et donc de méthodologie objective, et à la fois de justice, c'est-à-dire d'équilibre entre les différents niveaux de performance d'entreprise, qu'elles soient sociales, sociétales, environnementales, commerciales ou financières. Et enfin, bien évidemment, nous avons beaucoup insisté sur le fait que ce n'était pas qu'un outil de reporting, même si les obligations reporting augmentent, mais que ce sont des éléments de stratégie de l'entreprise. Et cette stratégie doit aller vers un modèle d'affaires durable. Ça veut dire quoi, un modèle d'affaires durable? Ça veut dire que si vous faites mesurer l'impact de votre activité, ce n'est pas simplement pour avoir une photographie de ce qui est négatif ou positif dans votre activité. C'est bien pour vous interroger sur comment diminuer votre impact négatif et comment améliorer votre impact positif. Et c'est aussi de réfléchir avec qui, avec quelle coalition, avec alliance, vous allez pouvoir à la fois diminuer votre impact négatif et améliorer votre impact positif. Et donc, c'est remettre en cause le modèle d'affaires de l'entreprise pour qu'il s'intègre dans une logique de durabilité. Donc voilà les éléments clés de réflexion qui étaient les nôtres et qui aboutissent à 10 propositions, ce que je vais aller très très vite, et je vais simplement les citer. Je tiens à dire que toutes nos propositions sont en ligne depuis ce matin, puisqu'on avait décidé de le donner aujourd'hui. On aurait dû vous remettre ce rapport à l'issue de cette réunion. Je crois qu'elles se sont perdues dans les méandres de l'Assemblée nationale. Peut-être que Madame la Présidente arrivera tout à l'heure avec les 300 exemplaires qui vous étaient destinés, mais j'en suis pas certain. Donc, vous pourrez retrouver en tous les cas ces 10 propositions à l'intérieur sur le site internet de la plateforme RSE. 1, nous saluons la démarche de standardisation européenne qui n'est pas d'ambiguïté. C'est là que se situe notre avenir, et y compris dans les débats dont on a parlé aujourd'hui, entre la vision double matérialité, simple matérialité, nous nous intégrons complètement dans la logique européenne, non seulement de double matérialité, mais de logique de Green Deal, de taxonomie, de devoir de vigilance européen, de tout ce corpus aujourd'hui qui va nous permettre de faire évoluer profondément, à nos yeux, les évolutions de relations entre l'entreprise et la société. Deuxièmement, vis-à-vis des entreprises,
parce que nos recommandations ont des destinataires. Nous demandons à ce que le terme d'impact ne soit pris en compte que lorsqu'il soit qualifié, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous demandons à ce que, et donc il y ait un périmètre précis. Troisièmement, nous demandons à ce que l'impact soit réfléchi dans la logique d'allongement de la chaîne de valeur et l'allongement de la responsabilité de l'entreprise vers sa chaîne de valeur, qui est un mouvement de fond qu'on retrouvera d'ailleurs dans le cadre du devoir de vigilance européen. Nous souhaitons rappeler qu'il faut identifier la contribution aux objectifs du développement durable. Oui, les objectifs de développement durable doivent rester le cadre de référence de la politique de RSE de l'entreprise. Ce n'est pas nécessairement un outil de pilotage, parce qu'il y en a d'autres que l'on peut construire et n'est pas toujours facile, mais ça reste l'outil de référence parce que c'est ça, ce qui dit notre contribution vis-à-vis aux besoins de la communauté humaine. C'est développer des indicateurs de résultats dans une logique de trajectoire. Nous sommes assez attentifs à ce qui s'est passé dans le domaine du climat, justement, c'est-à-dire définir des objectifs sur lesquels on s'engage et prendre le temps d'atteindre ces objectifs avec des évolutions régulières et notamment annuelles de l'évolution de cette trajectoire. Nous voulons faire que toutes les données d'impact soient auditées par un organisme tiers indépendant, car c'est la seule façon d'objectiver. Nous souhaitons également d'ailleurs que les critères de méthodologie permettent d'associer l'ensemble des parties prenantes, car définir ensemble des indicateurs, c'est commencer à piloter ensemble et en tous les cas à évaluer ensemble la réalité de l'activité d'une entreprise. C'est renforcer le dialogue social avec les salariés et les parties prenantes. C'est un gros sujet, mais on n'est pas en train de s'asseoir. C'est développer des méthodologies intégrant la double matérialité. Et pour nous, il y a urgence aujourd'hui à développer ces méthodologies pour que la France soit prête au moment où seulement la nouvelle directive va se mettre en place. Et c'est enfin on demande au gouvernement de porter une politique ambitieuse en faveur d'un modèle d'entreprise responsable. Particulièrement, nous souhaitons être beaucoup plus associés au travail sur l'application de la loi Pacte, qui date de 2019 désormais aujourd'hui. Notre vision de la loi Pacte et de son évaluation aujourd'hui, c'est qu'on est un peu victime du syndrome du lampadaire. C'est-à-dire que lorsqu'on audite la loi Pacte, on va nous dire qu'il existe 1006 entreprises qui ont pris la qualité de société à mission. Je dis 1006 parce que je viens de le regarder sur Internet avant d'intervenir, puisque vous avez ça en direct. On va nous dire qu'il y a 80% du CAC 40 qui a adopté une raison d'être et 60% du SBF 120. Ça, c'est des éléments objectifs qu'on retrouve dans les rapports. Mais le socle sur lequel était fondée la loi Pacte dans son volet sociétal, c'est-à-dire la modification de l'article 1833, qui demande aux entreprises désormais d'être gérées en prenant en considération les enjeux environnementaux et sociétés, cela est complètement l'angle invisible aujourd'hui de l'application de la loi Pacte. Et ce n'est pas possible parce que c'est ça qui conditionne. Si vous n'avez pas dans ce fameux pyramide le socle de la modification de l'article 1833, alors la raison d'être, voire les sociétés à mission, perdent une grande partie de leur efficacité et en tous les cas ne concernent pas l'ensemble des entreprises, car notre travail à nous, plateforme PME, des plateformes RSE, c'est d'intégrer tous les acteurs, y compris les PME, à l'évolution de cela. Voilà les propositions que nous faites et je vous encourage bien évidemment à les retrouver sur notre site Internet. Merci beaucoup Pierre Victoria. Avant que Yael Braun-Pivet ne prenne la parole, je vais laisser à Agnès Audier le soin de clore cette journée en quelques mots. Non. D'abord Agnès Audier et ensuite la présidente de l'Assemblée nationale qui arrivera. Il est évident qu'elle a eu une journée dense. N'interviennent. D'abord, je voulais vous remercier tous pour votre présence. Remercier l'Assemblée nationale et sa présidente parce que c'est grâce à l'Assemblée nationale que nous sommes ici et nous avons conscience d'avoir un peu perturbé certains fonctionnements. Merci à tous les ministres, tous les intervenants, tous les chefs d'entreprise, les experts, les responsables d'associations. Vous avez été très nombreux en physique et puis vous avez aussi été très nombreux en vidéo. On va essayer de faire notre miel, évidemment, de tout ce qui a été dit. Merci à nos financeurs. Je pense à Mirova, Crédit Coopératif et Malakoff Humanis. Merci aussi aux financeurs de l'Impactant, que je ne citerai pas ce soir, mais c'est grâce à vous que nous pouvons mener nos actions. Je voulais remercier très chaudement l'équipe qui a organisé cette journée, qui a été un vrai défi pour nous tous, mais notamment remercier Tony Bernard, le directeur général de l'Impactant, et toute l'équipe
et toute l'équipe de l'Impact Tank. Remercier évidemment le groupe SOS, sans qui tout ça n'aurait pas été possible non plus. Remercier Jean-Marc Borillo qui doit être en train d'aller à la rencontre de la présidente. Remercier Sofiane, Johan, Alexandre et toute l'équipe. Remercier notre agence Constance et puis toutes les équipes de l'Assemblée nationale, les équipes techniques, grâce à qui, en fait, encore une fois, nous avons pu mener cette journée. Alors, j'ai envie de vous dire à très vite dans les groupes de travail de l'Impact Tank. On va essayer de revenir vers vous pour vous redonner plus précisément le mode d'emploi des participations. Nous avons différents groupes de travail, je l'ai dit en introduction, des groupes qui sont plus thématiques, comme la fracture digitale, comme les sujets d'animation des territoires ruraux, comme la paire et danse. Enfin, on a lancé un certain nombre de groupes plus techniques, et puis des groupes transverses, comme le sujet des données, et en lien avec les sujets de notation extra-financière dont on a plus parlé cet après-midi. Je pense que ça a été justement bien l'occasion de voir la diversité des acteurs qui travaillent sur ces sujets d'impact. Merci encore une fois à tous d'avoir participé. Si vous le souhaitez, après l'intervention de la présidente de l'Assemblée nationale, nous pouvons, avant de vous retrouver dans les groupes de travail, vous retrouver autour d'un buffet qui a lieu derrière, et comme il se doit, qui est monté par une entreprise éthique et d'insertion pour clore cette journée. Merci à tous et à bientôt.